En Tunisie, une grève générale a été observée dans la fonction publique. Plus de 3000 personnes ont manifesté à Tunis pour réclamer des augmentations de salaire après l'échec des négociations avec le gouvernement. En Angola, l'ancien président José Eduardo dos Santos a, lors d'une conférence de presse, réfuté les accusations de son successeur João Lourenço d'avoir vidé les caisses de l'État. On en parle dans cette édition. Et puis au Sénégal, des ONG dénoncent une volonté des autorités d'affaiblir la société civile à l'approche de la présidentielle après le retrait de l'agrément d'une d'entre elles, accusée d'avoir financé de manière illicite le mouvement Y en a marre. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Tunisie, une grève générale a été observée ce jeudi dans la fonction publique sur toute l'étendue du territoire. À Tunis, la capitale, plus de 3000 personnes ont manifesté à l'initiative de l'UGTT, la puissante centrale syndicale des travailleurs, après l'échec des négociations avec le gouvernement sur des augmentations de salaire. Voici les images. Des milliers de Tunisiens manifestaient ce jeudi devant le siège du Parlement au Bardo pour la grève générale observée dans la fonction publique dans tout le pays. Initié par l'Union générale tunisienne du travail UGTT, le mouvement fait suite à l'échec des négociations avec le gouvernement tunisien sur des augmentations salariales. L'UGTT, la puissante centrale syndicale des travailleurs, réclame pour les 673 000 agents de l'État des augmentations au moins égales à celles concédées cette année dans les entreprises publiques, qui vont de 15 € à 30 € par mois. Ces revendications salariales sont liées à une hausse inédite des prix, une détérioration du pouvoir d'achat du citoyen qui a atteint 40% et une dégradation de sa vie quotidienne. Reporté à 2 reprises, ce mouvement de grève, la première de cette ampleur depuis 2013, concerne entre autres les ministères, les hôpitaux et les établissements scolaires publics. Malgré les avancées de la transition démocratique après la chute du président Zine El Abidine Ben Ali en 2011 et une reprise de la croissance après des années de marasme, la Tunisie se retrouve embourbée dans un contexte politique tendu et peine à répondre aux attentes sociales de la population. La hausse des prix, alimentée notamment par la chute du dinar ainsi que l'augmentation des impôts, alors que le chômage persiste au-dessus de 15%, ont exacerbé la grogne sociale qui a dégénéré en émeute en janvier dernier dans plusieurs villes du pays. En bref, en Centrafrique, au moins 2 personnes ont été tuées et 6 blessées dans des combats ce mercredi à Bangui. Les combats auraient opposé mercredi après-midi des miliciens du PK5, quartier abritant la majorité de musulmans de Bangui, à une milice du quartier Miskine abritant une majorité de chrétiens et animistes. Le PK5, poumon économique de Bangui, la capitale, est souvent le théâtre de violences meurtrières. En octobre, 3 personnes avaient déjà été tuées. Au mois d'avril dernier, des violences meurtrières y avaient fait plusieurs dizaines de morts. Ces mêmes violences s'étaient ensuite propagées à proximité du PK5 avec notamment des combats autour d'une église catholique le 1er mai 2018 qui avait fait au moins 24 morts et 170 blessés. Les corps de 6 soldats malawites morts la semaine dernière en République démocratique du Congo ont été rapatriés à Lilongwe, la capitale du Malawi, où ils seront inhumés. Il faut dire que ces soldats ont été tués au cours d'une embuscade tendue par des rebelles. Les images. Les restes de 6 soldats malawites morts la semaine dernière dans une embuscade tendue par les rebelles en République démocratique du Congo sont arrivés à Lilongwe, la capitale du Malawi. S'en est suivie une cérémonie en l'honneur des soldats tués en présence du président Peter Mutharika et des hauts responsables de l'armée malawite. On 14th, which was a Thursday, they bumped into... Le 14, un jeudi, ils sont tombés sur les groupes armés illégaux qui les ont pris en embuscade et il y a eu de violents combats et la résistance était très forte. Cela s'est terminé par la perte de 4 soldats sur place. Cependant, il y a eu des blessés et le lendemain, nous avons appris que parmi les 10 blessés, 2 sont également décédés. Cela a porté le nombre de victimes à 6. 2 also passed on.
That brought the number of the victims to 6. Les faits remontent au 14 novembre dernier. Les 6 soldats ont été tués alors qu'ils prenaient part à une opération conjointe avec les troupes du Malawi, de la Tanzanie, de l'Afrique du Sud et de la République démocratique du Congo. L'opération visait à nettoyer les groupes armés illégaux dans certaines forêts de l'Est de la République démocratique du Congo. En bref, en Angola, l'ancien président José Eduardo dos Santos a lors d'une conférence de presse réfuté les accusations de son successeur João Lourenço d'avoir vidé les caisses de l'État. Dans une interview accordée au journal portugais Expresso paru le week-end dernier, le président angolais João Lourenço avait en effet affirmé avoir trouvé les coffres de l'État vides à sa prise de fonction. L'ancien chef de l'État angolais, qui assure n'avoir pas vidé les caisses de l'État, dit avoir laissé environ 15 milliards de dollars à la Banque nationale d'Angola. Il faut dire que cette sortie de l'ancien président ouvre le front d'un nouveau bras de fer entre les deux hommes. Toujours en bref, mais cette fois-ci au Sénégal, des ONG ont dénoncé mercredi une volonté des autorités sénégalaises d'affaiblir la société civile à l'approche de l'élection présidentielle. Cette accusation intervient après le retrait de l'agrément d'une d'entre elles, accusée d'avoir financé de manière illicite le mouvement citoyen Y en a marre. L'ONG Lead Afrique francophone, qui s'est vu retirer son agrément et ordonner la cessation immédiate de ses activités au Sénégal, a pour sa part assuré n'avoir jamais financé Y en a marre. Lors d'une conférence de presse mercredi à Dakar, Fadel Barro, le coordinateur de Y en a marre, a estimé qu'en s'en prenant à son mouvement et à ses partenaires, l'État sénégalais veut affaiblir la société civile. Au Kenya, une bénévole humanitaire italienne a été kidnappée dans la soirée de mardi. Elle a été enlevée par un groupe armé dans un village du sud-est du pays alors qu'elle se trouvait dans une maison d'hôte. Les détails dans cet élément. Une bénévole humanitaire italienne a été enlevée dans un village du sud-est du Kenya par un groupe armé. D'après la police, les assaillants ont également ouvert le feu sur les habitants du village et blessé 5 personnes, dont 3 enfants. Les blessés ont été conduits dans un hôpital. 6 hommes sont venus demander où était l'étrangère. Je leur ai dit qu'elle était allée chercher sa batterie externe et ils ont commencé à s'énerver en disant qu'ils l'avaient vue dans la maison. C'est à ce moment-là que je leur ai montré où elle était. Yesterday, I was going for dinner. Quand je suis parti dîner, j'ai laissé la jeune femme avec les enfants dans la maison. En revenant, j'ai trouvé quelque chose par terre. Je ne sais pas vraiment ce que c'était. C'était juste devant moi. Soudain, ça a explosé. Je me suis retrouvé face à un homme armé. Aussitôt, il a commencé à tirer et j'ai dû m'enfuir. En revenant, je les ai vus emmener la jeune femme vers le bord de la rivière. Ils lui demandaient de l'argent. On a besoin d'argent. On a besoin d'argent. On ne va pas te faire de mal. Money. We need money. We need money. We are not going to hurt you. Si l'identité des assaillants reste un mystère pour l'heure, la police kenyane a mis en garde contre les spéculations liant cet enlèvement aux islamistes somaliens Shebab, responsables ces derniers mois de plusieurs attaques à l'aide d'engins explosifs artisanaux contre les patrouilles de police et de l'armée dans les régions frontalières du nord et de l'est kenyan près de la Somalie. La bénévole italienne enlevée s'appelle Silvia Costanza Romano. Elle est venue au Kenya comme volontaire de l'ONG Africa Milele qui œuvre dans ce pays à des projets de soutien aux enfants. Plusieurs dizaines de migrants qui refusaient depuis le 10 novembre dernier de quitter un cargo qui les avait secourus au large des côtes libyennes ont été forcés mardi de débarquer dans le port de Misrata par les services de sécurité libyens. Certains migrants auraient été blessés lors du débarquement forcé et transférés vers un hôpital public. Dans un communiqué, l'ONU a regretté la tournure des événements à Misrata où 79 réfugiés et migrants restés à bord d'un cargo ont été forcés de débarquer par les services de sécurité libyens.
Certains migrants auraient été blessés lors du débarquement forcé et transférés vers un hôpital public. Les autres ont été conduits à un centre de rétention de la ville. L'ONU a jugé regrettable que les efforts de la médiation entrepris n'aient pas abouti à un règlement pacifique en référence à la mobilisation de plusieurs organisations comme le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés. Plus de 90 migrants, dont des enfants et des nourrissons, ont été secourus le 8 novembre dernier par un navire marchand battant pavillon panaméen, le Nivin. Depuis leur arrivée à Misrata le 10 novembre, ils ont refusé de quitter le bateau par crainte de mauvais traitements en Libye, à l'exception de 14 personnes, dont un bébé de 4 mois, qui ont accepté de débarquer jeudi. L'ONG Human Rights Watch a dénoncé leur débarquement forcé, considéré comme la pire issue possible à la demande désespérée des personnes à bord du Nivin d'éviter une détention inhumaine en Libye. Selon le HCR, ces migrants sont originaires d'Éthiopie, d'Érythrée, du Soudan du Sud, du Pakistan, du Bangladesh et de Somalie. L'ancien international ivoirien Didier Drogba a confirmé mercredi qu'il mettait un terme à sa carrière à 40 ans. Il a fait cette annonce après avoir disputé une dernière saison sous le maillot de Phoenix en 2e division américaine. Reportage. Clap de fin pour Didier Drogba, l'ancien attaquant du Mans, de Guingamp, de l'Olympique de Marseille, de Chelsea, de Galatasaray, du Shanghai Shenhua, de l'Impact Montréal ou encore du Phoenix Rising et de la sélection de Côte d'Ivoire a annoncé qu'il raccrochait ce mercredi les crampons. J'aimerais remercier tous les joueurs, coachs, équipes et supporters que j'ai rencontrés et qui ont fait de cette carrière un moment très spécial, a écrit l'ancien buteur de Chelsea sur son compte Twitter. Un grand merci du fond du cœur à ma famille, mon équipe personnelle, de m'avoir soutenu durant toute ma carrière, dans les bons comme dans les mauvais moments, a-t-il poursuivi. Hâte de démarrer le prochain chapitre en espérant que Dieu me bénisse une fois de plus, comme il l'a fait pendant toute ma carrière, a-t-il conclu. Âgé de 40 ans, Didier Drogba a déjà disputé le dernier match de sa longue carrière professionnelle, débuté en 1998 sous le maillot de Phoenix en 2e division américaine. Avec 65 buts en son sein sélection, il aura été l'un des fers de lance des éléphants, même s'il n'aura jamais pu accrocher cette tant convoitée Coupe d'Afrique des Nations. Au Brésil, le président élu Jair Bolsonaro a nommé Gustavo Bebiano, l'ex-président du Parti social-libéral, et son allié au poste de secrétaire général de la présidence. Cette nomination prend effet à partir de la prise de fonction du nouveau gouvernement le 1er janvier prochain. Je dirais que la tâche principale du secrétariat est la modernisation de l'État, la débureaucratisation, la technologie de gouvernement. C'est peut-être la première fois qu'un gouvernement fédéral se consacre à son activité première, bien servir la population. Nous allons patiemment, humblement et consciencieusement examiner et d'ici la mi-décembre, nous aurons conclu des nominations au sein du gouvernement et défini les coupes budgétaires au sein des secrétariats et différentes directions et de toutes les autres fonctions qui ne font que dépenser de l'argent public. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.